Ça vous rappelle des souvenirs, cet avion? Oui, beaucoup même. Alors, on a commencé en 14K. On avait les bombes à côté du siège, ça. Et puis, pof. On a lâché ça à la main. Les résultats, bien sûr, ne sont pas garantis. En fait, dans cette guerre admirable et absurde où règne l'improvisation, c'est la mentalité de tournoi. L'aviateur est à cette époque un personnage de légende. Il passe aux yeux de tous pour une sorte de chevalier au courage sans mesure. Le pilote, lui, ne s'occupait que de la chasse et le combat de face. Alors, notre mitrailleuse était fixe. Sur la mitrailleuse, on avait une lunette de visée et des gâchettes sur le manche à balai. 1939. Les sirènes hurlent à nouveau. L'aviation française est engagée dans une lutte farouche contre un ennemi très supérieur en nombre. Combats aériens et bombardements se succèdent à un rythme effréné. 20 ans après le premier conflit mondial, l'improvisation n'est plus d'actualité. Des deux côtés, la bataille est rude. Il n'y a pas eu une tellement grande évolution dans la manière de combattre, car finalement, on est passé des 30 mètres de rayon du combat tournoyant de 14-18 aux kilomètres de rayon de la guerre 39-45. On en est maintenant aux 15 ou 20 kilomètres de rayon des combats entre les F-4 et les MiG-21 au Vietnam. Mais de base, le principe n'a pas changé. Il faut voler plus haut, voler plus vite, voir plus loin, et puis surtout, comme le disait un grand as américain de la guerre de Corée, le général Blessy, no guts, no glory. Si vous n'avez pas d'estomac, vous n'allez pas loin dans ce métier. Si demain, un avion non identifié s'approchait de l'espace aérien français, il serait, normalement, aussitôt détecté, et un Mirage 2000 armé serait en mesure de partir à sa poursuite. Mais je crois que si les matériels ont considérablement évolué depuis 100 à l'heure dans la guerre 14-18 jusqu'à plus de 2000 depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il y a une unité qui a demeuré à travers ce développement du matériel, c'est le pilote qui finalement est toujours le même, avec les mêmes qualités, la même volonté de se battre et la même âpreté à gagner. Par contre, sur le plan de la technicité, de la formation, évidemment, c'est un personnage beaucoup plus complexe et je dirais infiniment plus complet. Ils sont des robots, hein. Des robots pensants, enfin des robots quand même, qui sont toujours aux ordres du sol. Si vous voulez, les petites fantaisies que l'on a pu connaître, nous, dans notre jeunesse, ou après avec les avions à hélice, avec les avions en réaction, ce n'est plus du tout la même optique pour le pilote. Hein. Ce n'est plus la même optique également pour le pilote de l'aéronautique navale. Aujourd'hui, à bord de son Crusader ou de son super étendard, le pilote est bien loin de ses anciens de 1940. Après avoir participé à des opérations d'attaque au sol, l'objectif des avions de la marine est maintenant de détruire les bâtiments de la flotte ennemie. Mais le prix à payer est de plus en plus lourd.
Après avoir mené des combats acharnés, exténués et à court de pétrole, nombreux sont les pilotes qui se sont également crashés comme ces Américains, sur leur porte-avions d'origine. De toute façon, maintenant, nous pratiquons le ravitaillement en vol, principalement pour ça. C'est la raison pour laquelle les marins de tous les pays, d'ailleurs, ont pratiqué le ravitaillement en vol les premiers. C'est pour, au retour sur les porte-avions, pouvoir redonner un peu de santé, comme nous disons, aux pilotes qui rentrent sans assez de pétrole pour assurer en sécurité leur ramassage. Même en période de paix, l'appontage est une opération délicate. Une erreur de quelques degrés et ce peut être l'accident. Une parfaite maîtrise technique de son engin est donc requise de la part du pilote. Qu'ils appartiennent à la Marine nationale, aux armées de l'air ou de terre, les pilotes d'hélicoptères ont su également faire preuve de courage au cours des années passées. Mars 1955. L'insurrection prend des proportions alarmantes en Algérie. Pour mener sa contre-guérilla, le commandement français va découvrir l'hélicoptère. Bon, alors il est évident que dès le début de la guerre d'Algérie, nous nous sommes rendus compte que la difficulté du terrain était l'obstacle numéro 1 à mener cette guerre. Alors, à partir de là, on a dit on va faire des héliportages, c'est-à-dire prendre des troupes aguerries, des commandos, et on va, au lieu d'avoir à leur faire grimper les djebels, les montagnes, on va les déposer, ils n'auront plus qu'à descendre, d'où gain de temps, de fatigue, d'efficacité. Alors à ce moment-là, il a fallu, au cours des premiers héliportages, élaborer une tactique nouvelle. C'est-à-dire que l'hélicoptère, après le parachute, apportait l'aéromobilité dans le combat. C'était une grande nouveauté. Tout au long de ce conflit, l'hélicoptère sert également d'ambulance volante. Tout à côté, l'accrochage continue. Chaque évacuation sanitaire est un pari pris avec le danger et la mort. Certains pilotes l'ont d'ailleurs chèrement payé. Et à ce moment-là, il a fallu réagir à ça. Alors on a créé le premier hélicoptère armé. Et alors depuis cette époque-là, eh bien, toutes les armées au monde ont maintenant des hélicoptères armés. Oui. Il faut dire que le matériel sans l'homme, c'est rien. Hein. Bon, le matériel, c'est quoi? C'est des appareils, des machines qui volent pas, qui se cassent la gueule, quoi. Bon, s'il n'y a pas un personnel qualifié pour servir tout ça, ça ne sert à rien. Bon, il est évident que les pilotes durant la guerre d'Algérie ont fait preuve de qualité tout à fait exceptionnelle. Bon, ils ont eu à se maîtriser, ils ont eu à maîtriser le vol, ils ont eu à maîtriser la machine. À faire fi du danger. Bon, tout ça, ça a eu lieu. Et il est évident que les pilotes d'aujourd'hui n'ont peut-être pas le danger du combat auquel ils sont confrontés, mais il reste quand même qu'ils ont à se dominer eux-mêmes et à dominer la machine. Et ça, je crois que, bon, ben, ils savent le faire très bien. Un pilote d'hélicoptère de combat dans la latte en 1986, c'est quelqu'un qui, avec des moyens adaptés, fait effectuer son travail dans les meilleures conditions, de jour comme de nuit, et ceci quelles que soient les conditions climatiques. Pour voir la nuit, on a des jumelles de vision nocturne qui, grâce à un procédé technologique, intensifie les photons et augmente donc la quantité de lumière. On y voit comme en plein jour, sauf qu'on a moins la notion de relief.
retrouver le premier char, il faut remonter en 1917. Un pilote nous raconte. Le pilote était d'abord, comme vous voyez, installé là. Vous voyez, ces deux volets, vous les ouvrez et vous vous trouvez devant un siège. Nous avions très exactement la position d'un pilote de voiture de course. Très exactement. Nous avions l'impression d'être assis sur le plancher et avec la main droite et la main gauche sur le levier de commande. En 1939, l'habitabilité des chars n'avait fait que peu de progrès. On ne recrutait d'ailleurs que des individus de petite taille. Le pilote en combat avait une visibilité extrêmement réduite. Il fallait donc qu'il pallie cette déficience par une habileté et une rapidité de coup d'œil exceptionnelles. Je crois que l'état d'esprit est tout à fait comparable entre les pilotes de 1914 et ceux de 39-45 et ceux d'aujourd'hui. L'esprit est le même. Cela dit, bon, les techniques ont évolué. Et si pendant la guerre, et vu l'urgence, on formait des pilotes un peu rustiques pour des engins qui l'étaient encore davantage, aujourd'hui, on s'est appliqué à donner aux engins blindés, disons, un confort matériel important de façon à ce qu'ils soient aptes à remplir des missions, même lointaines. Il se trouve aussi que les techniques dans lesquelles baignent les jeunes d'aujourd'hui, qui sont, si vous voulez, le flipper, les engins électroniques, les amènent tout à fait naturellement à prendre place, et même désappeler, à l'intérieur d'un habitacle de char, et s'y trouver totalement à l'aise, complètement intégré dans cet univers de technologie et d'électronique. En pratique, le pilote de char est capable de franchir des fleuves, des rivières. Il peut conduire de nuit avec un appareil qui permet, avec la lumière des étoiles, de voir comme en plein jour. Et il permet aussi de travailler ou d'évoluer dans des atmosphères biologiques ou chimiques. Pilote de combat, un siècle d'histoire, des guerres conventionnelles, pour éviter le pire, pour éviter le nucléaire.